Et si, pour la première fois depuis des siècles, c'était l'Occident tout entier qui frissonnait face à l'audace inédite de l'Afrique? Imaginez la scène. Dans les grandes capitales occidentales, des réunions d'urgence s'enchaînent. Des analystes désemparés tentent de comprendre ce bouleversement. C'est une onde de choc historique dont l'écho résonne de Dakar à New York, de Bamako à Bruxelles. Ce n'est pas qu'un simple constat du passé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pendant des décennies, plus de 90% de l'uranium extrait au Niger partait vers la France, qui en tirait l'essentiel de son électricité, alors que la majorité des villages nigériens restaient sans lumière. Les enfants de Dori ou de Terra grandissaient dans l'obscurité, pendant que la tour Eiffel brillait de 1000 feux alimentés par leur sous-sol. Mais aujourd'hui, l'histoire s'inverse. Un bouleversement sans précédent est en cours. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger viennent de prononcer une interdiction totale. Plus une once d'or, plus un gramme d'uranium, plus une goutte de pétrole ne quittera leur sol sans transformation locale. Leur message est limpide, sans ambiguïté. Fini de voir les mines africaines alimenter les lumières de Paris ou de Londres, tandis que leurs propres enfants manquent d'électricité et d'opportunités. Depuis des générations entières, l'Occident a bâti sa richesse sur un pillage méthodique, savamment organisé, des ressources du continent africain. Le coton du Burkina Faso, l'or du Mali, l'uranium du Niger, le pétrole d'Angola ou du Nigeria, mais aussi le lithium, le cobalt, le cacao, la bauxite. Autant de trésors arrachés à la terre africaine, expédiés à l'état brut vers l'Europe et l'Amérique. À chaque étape, ce flux de richesses laissait derrière lui des sociétés fragilisées, rendues dépendantes, privées de leur avenir. Comment en est-on arrivé là? Pour saisir la portée de cet acte, il faut remonter le fil de plusieurs siècles de domination et de spoliation. Ce n'est pas une simple loi, c'est une rupture radicale, un véritable séisme dans l'ordre mondial. Une secousse qui fait vaciller les fondations des puissances occidentales. À Bruxelles, à Paris, à Washington, les décideurs vacillent. Ils savent que sans la manne intarissable de l'Afrique, leurs économies pourraient chanceler, voire s'écrouler. Mais ce pari est terriblement risqué. Si l'Afrique échoue à transformer cette rupture en réussite, elle risque de retomber dans le piège de la dépendance, de la misère imposée et du contrôle étranger. L'avenir de la dignité, de la prospérité, de la liberté de générations entières se joue dans cette décision. Faisons ensemble un voyage dans le temps pour comprendre comment le pillage des ressources africaines s'est enraciné et pourquoi la décision actuelle marque un tournant décisif. Ce geste n'est pas seulement courageux, il est historique, comme l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle ou l'indépendance politique au XXe. Pour la première fois, 3 nations africaines font bloc, affirment leur souveraineté et osent bouleverser les règles du commerce mondial. Ces pays ne se contentent plus de dire non à l'exploitation. Ils imposent la transformation locale, la création de valeur sur leur propre sol, la reconquête de leur dignité spoliée. Durant combien de générations, l'Afrique a-t-elle vu ses entrailles vidées pour illuminer d'autres continents? Cette question n'appartient pas qu'au passé. Elle brûle encore dans la mémoire de millions d'hommes et de femmes. L'Afrique, terre de toutes les richesses, or, uranium, coton, pétrole, lithium, cacao, a longtemps vu son trésor nourrir les rêves et les fortunes du monde entier sans retour équitable. Prenons un exemple concret, le cacao de Côte d'Ivoire et du Ghana. Depuis plus d'un siècle, ces 2 pays produisent ensemble près de 70% du cacao mondial. Pourtant, la grande majorité du chocolat consommé dans le monde est fabriqué en Europe ou en Amérique du Nord. Les agriculteurs africains, eux, ne reçoivent qu'une infime partie de la valeur finale, alors que le marché mondial du chocolat pèse plusieurs centaines de milliards d'euros chaque année. Cette abondance n'a donc pas fait la fortune de ses enfants. L'Occident est venu, a extrait, transporté, bâti des empires sur le dos africain. Il a laissé derrière lui des dettes écrasantes, des économies brisées, la pauvreté chronique et une dépendance humiliante. Les nations africaines, qualifiées de faibles, ont été forcées de brader leurs ressources pour une poignée de pièces. Cruel paradoxe, elles devaient ensuite racheter à prix d'or ce que l'on transformait ailleurs, prisonnières d'un cercle vicieux d'appauvrissement. On disait à l'Afrique qu'elle n'était qu'un grenier de matières premières. On lui répétait de rester à sa place, de servir d'autres puissances. Ces fleuves pleins de promesses ont été détournés, ces terres dépouillées. Le coton du Burkina Faso habillait les élites européennes,
tandis que ses enfants cousaient à la main. L'uranium du Niger éclairait Paris, alors que ses villages demeuraient dans l'obscurité. Le pétrole nigérien faisait tourner les moteurs de Londres, alors que les pêcheurs du delta du Niger voyaient leurs eaux polluées et leurs moyens de subsistance détruits. Ne pas regarder ce passé, c'est condamner l'Afrique à le revivre. Effacer l'histoire, c'est accepter la misère et le chaos comme destin, au lieu de reconnaître qu'ils ont été imposés. Les cicatrices laissées par la colonisation et l'exploitation sont encore visibles dans les infrastructures incomplètes, les systèmes éducatifs sous-développés et les économies extraverties du continent. Ce n'est pas une simple histoire de pillage passé, c'est un système perpétué, génération après génération. On a découpé le continent, dressé les peuples les uns contre les autres, saboté toute tentative d'unité. Une Afrique divisée reste vulnérable, manipulable. Rappelons-nous la conférence de Berlin en 1884, où les puissances européennes se sont partagé le continent sans consulter un seul Africain. Aujourd'hui, le vent tourne. 3 nations, d'une même voix, écrivent une page nouvelle pour l'Afrique. Mais ce mouvement n'est pas sans risque. S'opposer à l'ordre établi, c'est attirer sur soi pressions et menaces. Comment ces pays comptent-ils briser le cycle et imposer leur souveraineté? Pourtant, quelque chose s'est fissuré. Le silence de plusieurs siècles a volé en éclats. 3 nations, debout face au monde, refusent désormais ce rôle humiliant. Elles rappellent que l'Afrique n'a jamais manqué de richesse, mais qu'on l'a forcée à lutter seule, trop longtemps. Leur courage rappelle celui de figures historiques comme Thomas Sankara, qui dès les années 80 plaidait pour la transformation locale et l'autosuffisance. Quand les trains chargés d'uranium s'immobilisent, quand l'or reste enfermé dans les coffres africains, le monde entier vacille. L'engrenage global, jusque-là bien huilé, s'arrête net. Les réacteurs nucléaires européens, notamment en France, qui dépendent à plus de 50% du combustible nigérien, doivent trouver d'urgence de nouvelles sources, souvent plus coûteuses et moins fiables. Pour la première fois depuis l'ère coloniale, 3 nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, brisent le silence. Elles disent non à l'exportation brute de leurs trésors, non à la logique qui éclaire l'Occident mais laisse leurs propres enfants dans la pénombre. Ce refus fait écho à la révolution iranienne de 1979, lorsque Téhéran a choisi de nationaliser son pétrole, bouleversant l'équilibre mondial. Regardons l'histoire récente. Lorsque la République démocratique du Congo a tenté de nationaliser ses mines dans les années 70, elle a fait face à des campagnes de déstabilisation, des sanctions économiques et des tentatives de division interne. Le Venezuela, plus récemment, a subi des pressions similaires après avoir voulu contrôler ses exportations pétrolières. L'histoire nous enseigne que s'opposer à l'ordre établi nécessite préparation, résilience et alliances stratégiques. À Paris, à Londres, à Washington, une peur glaciale s'installe. En l'espace de quelques semaines, les lingots d'or cessent de traverser les mers. L'uranium ne nourrit plus les réacteurs du Nord. Les cargaisons de coton, de lithium, de bauxite restent sur le sol africain. Les chaînes d'approvisionnement se disloquent, les industries chancellent. On assiste à une panique comparable à celle du choc pétrolier de 1973, lorsque les pays arabes ont fermé les robinets du pétrole, provoquant une crise économique planétaire. Le monde comprend soudain une vérité nue. Sans les ressources de l'Afrique, l'Occident n'est qu'une carcasse vide. Les lumières de Paris vacillent. Les marchés s'affolent. Les experts convoquent des réunions de crise, incapables d'imaginer une Afrique maître de son destin. Mais ce refus n'est pas qu'un geste économique. C'est un sursaut de dignité, un cri venu du ventre du continent. Pourquoi continuer à nourrir des forges étrangères alors que nos écoles tombent en ruine, nos hôpitaux manquent de tout, nos rues souffrent de la misère? L'Afrique ne veut plus être la terre affamée du monde. Dans les palais occidentaux, la panique monte. Si 3 nations peuvent briser les chaînes, pourquoi pas 10? Pourquoi pas une vingtaine? Pourquoi pas 54? L'effet domino hante les esprits. Et si demain, l'Afrique entière fermait ses portes? Souvenons-nous de la décolonisation. Il a suffi que quelques pays prennent leur indépendance pour que le mouvement devienne irrésistible. Mais la décision est irrévocable. Les nouveaux chefs savent ce qu'ils risquent. Réussir, c'est changer à jamais le rapport de force mondial. Échouer, c'est livrer leur peuple à la revanche des anciens maîtres, replongés dans la pauvreté et l'oubli.
comme lors de la révolution du cuivre en Zambie, où la reprise du contrôle des mines a entraîné une répression féroce, mais aussi une prise de conscience nationale. Les puissances occidentales se débattent dans la précipitation. Sanctions économiques, menaces feutrées, campagnes de désinformation, tentatives de division. Les médias parlent de chaos, attisent la peur, dressent les peuples contre leurs leaders. Les diplomates manœuvrent, multiplient les promesses piégées et les pressions sournoises. Ce fut le cas lors des conflits ivoiriens ou congolais, où la désinformation et la division ont été des armes redoutables. L'instant est solennel. Le monde retient son souffle. L'Afrique tient la clé d'un ordre nouveau. Dans les villages du Sahel, les enfants scrutent l'avenir, entre espoir et inquiétude. Tout se jouera dans les jours à venir. Comme lors de l'indépendance du Ghana en 1957, tout le continent observe, prêt à s'inspirer ou à craindre les conséquences. Mais la résistance occidentale ne fait que commencer. Déjà, des signaux inquiétants s'accumulent dans l'ombre. Les lobbies miniers, les grandes banques, les agences de notation agissent pour semer le doute, affaiblir la confiance, isoler politiquement les pays rebelles. Les réseaux sociaux sont inondés de fausses informations, cherchant à discréditer les gouvernements africains et à dresser les populations contre leurs propres intérêts. Ce sont nos richesses qui doivent bâtir demain des universités, des routes, des hôpitaux africains, pas remplir des comptes bancaires à l'autre bout du monde. L'expérience du Botswana dans la gestion du diamant montre qu'une politique de transformation locale peut générer des emplois, financer l'éducation et la santé et réduire significativement la pauvreté. Et transformer le modèle économique n'est pas qu'un slogan. Il faut investir massivement dans l'éducation, la formation technique et la création d'industries capables de transformer nos ressources ici, sur notre sol. Cela veut dire construire des raffineries, des usines textiles, des laboratoires, valoriser nos ingénieurs, nos ouvriers et surtout notre jeunesse. Prenons l'exemple du Rwanda, qui a transformé son secteur du café et du tourisme en misant sur la qualité, la formation et la valeur ajoutée locale. Fermer les vannes du pillage, c'est ouvrir la porte à 1000 possibles et à tout autant de périls. Le destin de l'Afrique se joue ici. Rester la cour arrière de l'Occident ou devenir l'atelier et le cerveau du continent. Oser la transformation locale, c'est refuser que notre or, notre uranium, notre coton, notre pétrole, notre lithium repartent à l'état brut, nous amputant de leur vraie valeur. C'est choisir que la richesse générée serve enfin à nos enfants, à nos communautés, et non à grossir des fortunes étrangères. Le risque est immense. Ceux qui, depuis des décennies, se sont engraissés de nos matières premières, n'accepteront pas leur perte sans riposte. Ils possèdent des armes redoutables. Sanctions économiques, isolement, déstabilisation politique, sabotage, divisions ethniques, guerre de l'information. Les représailles seront subtiles ou brutales, mais inévitables. Rappelons-nous l'exemple de la Libye, dont la tentative de souveraineté a été écrasée dans la violence et le chaos. À ce carrefour, la question demeure. Comment transformer la rupture courageuse en victoire durable, partagée par tous ? Quelle stratégie pour muer la résistance en prospérité réelle? Le choix est là, sans détour. Rester spectateur d'un monde qui se construit sans nous ou devenir les architectes d'un nouvel ordre où l'Afrique tient enfin les rênes de ses ressources, de sa destinée, de sa voie. Comme l'Asie du Sud-Est dans les années 80, l'Afrique peut décider de ne plus être le simple fournisseur du monde, mais son partenaire égal. Pourtant, c'est dans l'adversité que se forge la grandeur d'un peuple. Refuser la peur, c'est semer l'espoir d'une unité panafricaine réelle. L'alliance de nos nations peut briser les frontières artificielles et inspirer un projet commun, où la solidarité prime sur la division. L'Afrique ne serait plus la périphérie d'un monde en déclin, mais un pôle d'équilibre, moteur d'innovation, avec une voix forte sur la scène mondiale. Pour la première fois, l'histoire pourrait s'écrire par nous, pour nous. Mais les défis ne se limitent pas à la sphère économique. La bataille se joue aussi dans les esprits et dans l'unité. Qu'est-ce qui pourrait vraiment transformer cette audace en un élan collectif et irréversible? Il serait fatal de sous-estimer les obstacles. Le danger, c'est de sombrer dans le chaos, de retomber sous l'emprise de nouvelles dépendances et d'anéantir nos rêves de souveraineté. Mais l'audace ouvre la voie à la renaissance. Réussir dépendra de notre capacité à anticiper les pièges, à rester unis sous pression, à miser sur l'intelligence, la science, la technologie et à défendre ensemble nos acquis.
L'expérience sud-coréenne après la guerre de Corée montre que la volonté politique, l'investissement dans l'éducation et l'innovation peuvent transformer une nation pauvre en puissance industrielle. Et si chaque graine de cacao, chaque gramme d'or, chaque goutte de pétrole devenait le berceau d'une industrie africaine neuve? Imaginez un continent où la richesse ne s'envole plus, mais façonne nos écoles, nos usines, nos universités, ici même sur nos terres. Le Maroc, par exemple, a réussi à développer une industrie automobile locale, créant des milliers d'emplois et devenant un exportateur reconnu sur le continent. Le chemin est là. Investir dans la transformation locale. Plutôt qu'exporter notre cacao brut, bâtissons nos propres chocolateries. Formons des ingénieurs et des ouvriers africains. Créons des banques et des universités qui appartiennent réellement à l'Afrique. Ainsi, chaque ressource devient le socle d'une prospérité partagée. L'Éthiopie, en développant son industrie textile, commence à transformer son coton sur place, augmentant la valeur ajoutée et créant de la richesse locale. L'innovation doit guider nos pas. Que nos laboratoires inventent, que nos ateliers créent ici la valeur que nous laissions filer hier. La priorité, c'est la valeur ajoutée. Transformer nos matières premières en produits finis, enrichir nos sociétés, créer des emplois durables pour nos enfants. Au Nigeria, la montée des fintechs et des startups dans la technologie a permis d'attirer des investissements et de garder les talents sur le continent. Il est temps de briser le cercle de la fuite des cerveaux. Offrons à nos jeunes, à nos diplômés, des opportunités à la hauteur de leurs talents, ici, afin que leur génie ne bâtisse plus des empires lointains, mais notre propre avenir. L'Afrique doit devenir le premier choix de ses enfants, non la dernière étape avant l'exil. Le Kenya, avec son hub technologique Silicon Savannah, montre qu'il est possible d'attirer et de retenir les talents. Pour bâtir cette prospérité, choisissons nos alliés avec exigence. Forgeons des partenariats stratégiques d'égal à égal. Refusons toute nouvelle forme de dépendance, qu'elle vienne de l'Est ou de l'Ouest. Notre souveraineté ne se négocie plus. Elle se défend, elle se construit dans la dignité et l'unité. Les accords commerciaux régionaux, comme la zone de libre-échange continentale africaine, doivent être des outils de coopération et non de domination déguisée. Le moment est venu de choisir le camp de l'avenir. Qui, parmi nous, osera écrire l'histoire avec l'Afrique? Les expériences du passé, comme la Renaissance asiatique ou la Révolution industrielle européenne, montrent que c'est dans l'audace collective et la vision partagée que naissent les grandes transformations. Attention, rater cette transition, c'est accepter de nouvelles chaînes, tendues par d'autres puissances, prêtes à remplacer les anciennes sous d'autres couleurs. L'histoire ne pardonne pas l'immobilisme. C'est maintenant ou jamais que la souveraineté retrouvée peut devenir une vraie prospérité pour tous. À chaque étape, il faudra veiller à la transparence, à la mobilisation citoyenne et à la lutte contre la corruption, pour que la richesse profite réellement à tous. Un vent de changement souffle déjà. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger montrent la voie. Leur choix audacieux est un appel à toute l'Afrique. Chaque nation, chaque citoyen, chaque diaspora peut apporter sa pierre à l'édifice, par l'innovation, l'investissement ou simplement la fierté retrouvée d'être africain. L'effondrement de l'Occident n'annonce pas l'apocalypse. Il marque le lever du soleil africain. Comme le Japon après la Seconde Guerre mondiale, qui a transformé ses ruines en puissance industrielle, l'Afrique peut faire de la rupture un tremplin vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester simples spectateurs de notre histoire. Le choix est là, agir ou subir. Depuis le Burkina Faso, le Mali et le Niger, une onde de choc a traversé le continent. Ce n'est pas seulement une révolte, c'est la naissance d'une ère où l'Afrique reprend le contrôle de son destin, brisant les chaînes forgées par des siècles d'exploitation. Ce n'est pas une victoire seulement économique, c'est un souffle de fierté et d'espoir qui traverse chaque frontière. L'Afrique n'a jamais été pauvre, elle a été morcelée. Aujourd'hui, elle s'éveille à la force de l'union. Quand 3 nations osent dire non, d'autres entendent l'appel. Quand 10 se lèvent, 54 peuvent avancer, ensemble. L'Occident chancelle parce qu'il découvre la vérité. Sa puissance reposait sur la division et le pillage. Désormais, nos voix résonnent, unies par la volonté de transformer nos ressources chez nous, pour nous.
Plus jamais nos matières premières ne quitteront nos terres sans que nos enfants, nos ouvriers, nos villes ne profitent de leurs richesses. Ce principe devrait guider chaque décision, chaque politique, chaque stratégie de développement. Frères, sœurs, le moment de vérité est venu. Nous pouvons rester à genoux, attendre l'aumône, ou bien saisir cette chance. Transformer nos ressources, bâtir nos industries, offrir à nos enfants la prospérité et l'avenir qu'ils méritent. Mais si nous renonçons, si nous cédons à la peur ou à la division, alors de nouvelles chaînes se forgeront, et le rêve d'une Afrique debout s'éteindra avant d'avoir vu le jour. Chacun de nous détient une part du futur. Refusons la fatalité. Unissons nos forces. Osons imaginer. Osons créer. La renaissance africaine ne tombera pas du ciel. Elle réclame votre courage, votre intelligence, votre engagement. Aujourd'hui, pas demain. Comme disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. L'histoire se souviendra de celles et ceux qui auront osé. Les générations futures interrogeront nos choix. Avons-nous été passifs ou bâtisseurs? Le temps des excuses s'achève. La dignité, la prospérité, la souveraineté sont à portée de main, mais seulement si nous avançons ensemble, sans peur, au-delà des frontières. Ce n'est pas la fin d'un monde, c'est l'aube d'un autre. À l'Afrique d'en dessiner les contours. Cette chance, unique, ne doit pas nous échapper. Rejoignez le mouvement, portez la voix de l'unité, refusez la résignation. Car c'est maintenant que tout commence, et c'est ensemble que nous écrirons la suite de l'histoire.